Bonsoir à toutes et tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette 6e édition d'Éthique en question, organisée par le Centre d'action laïque de la province du Luxembourg. Je suis Lucie, membre du groupe transgenre de la Maison Arc-en-Ciel, et je suis en compagnie de Céline et Lola dans le cadre du jour de la visibilité trans qui a lieu le 31 mars et qui suscite divers événements dont nous reparlerons plus tard dans la soirée. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et nos participantes se feront un plaisir d'y répondre en fin de live. Céline, tu es responsable au sein de la Maison Arc-en-Ciel de la province du Luxembourg. Que peux-tu nous dire sur le travail de la Maison Arc-en-Ciel au quotidien? Bonjour Lucie, bonjour Lola. Donc en fait, oui, voilà, je suis responsable de la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg. Donc c'est une ASBL qui se bat au quotidien pour la communauté LGBTQI+, donc lesbiennes, gays, bi, transgenres, queer, intersexe et plus et plus. Donc c'est un service d'information avant tout. C'est aussi un service d'écoute, de soutien, de réorientation et d'accompagnement au niveau des personnes LGBTQI+, et de leur entourage. Nous, on a vu le jour en 2014 et on a notre siège au niveau de Virton, donc sur l'avenue Bouvier. Vous pouvez sans problème le trouver facilement. Donc, on a un accueil qui est prévu tous les jours, entre 9h et 17h. Il y a aussi une ligne téléphonique qui est aussi ouverte pendant les heures de permanence, qui, je précise, n'est pas une ligne d'écoute, mais elle est une ligne, en tout cas, pour joindre le service. Et donc, pour pouvoir prendre rendez-vous, discuter, si c'est possible, avec la personne qui est présente au moment, ou alors de prendre en différé un moment pour pouvoir avoir un vrai entretien. Donc, nous, notre objectif, c'est de créer des projets en collaboration avec différents partenaires. Donc, on sensibilise aussi énormément le public et on présente des animations en milieu scolaire ou dans d'autres milieux, quels qu'ils soient, en tout cas tant qu'on a une demande de la part d'une tierce personne. On participe aussi à des événements, évidemment, énormément, enfin, quand on peut, hors période Covid, et on lutte de manière importante contre les discriminations en interpellant les politiques, par exemple. Donc, nous faisons partie d'une fédération qui est tenue par Arc-en-Ciel Wallonie et qui réunit donc l'ensemble des maisons Arc-en-Ciel de la Wallonie. Donc, voilà. La Maison Arc-en-Ciel travaille donc sur toutes les questions LGBTQIA+, mais qu'en est-il plus particulièrement de la lettre T? Oui, donc en fait, on a au sein de la Maison Arc-en-Ciel un groupe important de personnes transgenres. Alors, il faut savoir que ce groupe, il se réunit tous les vendredis dans un salon virtuel sur Messenger. Et alors, le travail des personnes responsables de ce groupe est en grande partie de l'écoute lors d'entretiens individuels ou de groupes de parole. Dans ces moments, il y a d'importantes informations qui sont données aux participants pour aider à remettre un peu d'ordre dans leurs idées. Il est aussi possible d'accompagner et de soutenir les personnes en transition, ainsi que leurs conjoints, leurs familles et les amis, donc toute personne qui peut entourer. Puis alors, dans la législation actuelle, le changement d'identité, il est plutôt bien accepté. En revanche, dans le monde médical, c'est encore loin d'être le cas, notamment dans l'écodynamie ou encore la chirurgie de réassignation, considérée comme de la chirurgie esthétique. N'importe quel prix peut donc être demandé pour un chirurgien. Donc ça fait partie des combats de militantisme au sein du service. Donc toutes nos actions ont été choisies parce que la lettre T est trop peu représentée, TQI est trop peu représentée. Donc nous leur permettons des activités diverses comme des ateliers de féminisation ou des groupes de parole, de se rencontrer entre personnes de la même communauté et qui vivent évidemment les mêmes difficultés, voilà, et qui ont du coup peut-être des questions communes. Merci Céline. Lola, tu es responsable du groupe trans dont il est question. Qu'as-tu à nous dire à propos des origines du mouvement trans? Lola, ton micro, s'il te plaît. Bonsoir Lucie, bonsoir Céline et bonsoir à tous. Le mouvement trans, c'est un peu vague de savoir quand il a commencé exactement, mais en fait on parlait déjà des premiers comptes rendus sur les personnes transgenres a été fait par un missionnaire jésuite en 1711
lorsqu'il a passé 6 ans chez les Iroquois en Amérique, où certains des Indiens étaient appelés des Two-Spirits. Quelques années plus tard, en 1756, à la cour du roi Louis XV, il y avait un illustre travesti qui s'appelait le chevalier Déon, qui était un espion du roi. Et la noblesse était en questionnement à son sujet parce que tout le monde pensait avoir réellement affaire à une femme. Mais vraiment, la prise de conscience de la transidentité, c'est en 1910 que ça s'est passé lorsque le médecin allemand Magnus Hirschfeld a fait une distinction entre le sexe et le genre. Le genre qu'il a décrit comme un spectre dont les extrémités sont le masculin et le féminin. On lui doit aussi le terme travesti, et il a démontré que le travestissement existait dans les deux sexes, sans distinction d'orientation sexuelle, ce qui, pour l'époque, était très avant-gardiste. Un endocrinologue américain qui s'appelle Harry Benjamin a introduit, lui, en reprenant les idées du médecin allemand, il a introduit le terme transsexuel en 1953, et ce terme désignait les personnes qui se sentaient appartenir à l'autre sexe et éprouvaient un besoin de modifier leur corps. Ce terme s'imposera finalement dans les milieux psychiatriques et médicaux, principalement. Le médecin américain il suggérait que les transsexuels vivaient dans un mauvais corps. On pensait également la même chose des homosexuels à l'époque, parce que la distinction entre les homos et les trans s'est faite beaucoup plus tard. L'idée de changer de sexe est restée inconnue jusqu'en 1930, où un artiste peintre danois a été l'une des premières personnes connues à avoir transitionné et à avoir bénéficié d'une chirurgie de réassignation. Mais c'est en 1952, grâce à la médiatisation de la chirurgie de réattribution sexuelle d'homme vers femme de Christine Jorgensen, que la prise de conscience de la transidentité s'est répandue dans la société. Dans les années 60, le militantisme transgenre et gay a commencé par des émeutes en 66 à la cafétéria Compton de San Francisco et lors d'un événement déterminant en 1969, les émeutes de Stonewall à New York, lorsque les personnes manifestent dans la rue en chantant Over the Rainbow et dont la principale figure trans était Sylvia Riviera. Le mouvement trans était en marche et n'allait plus s'arrêter. La première association trans belge a été créée en 2008. On part de loin et ce militantisme a fait avancer les choses, mais qu'est-ce qui a évolué entre hier et aujourd'hui en ce qui concerne la situation des personnes trans? Lorsque j'ai dit à ma mère à l'âge de 4 ans et demi que j'étais une fille, elle ne m'a pas comprise. Cela m'a valu de vivre une vie qui n'était pas la mienne, celle du mâle que l'on me demandait d'être et que je n'étais pas. Lorsque j'ai fait ma transition pour changer mon prénom uniquement, j'ai dû envoyer une lettre au ministre de la Justice, accompagnée d'un certificat médical de l'endocrinologue et du psychologue. C'est deux personnes qui me suivaient dans ma transition. Pour avoir la lettre F sur ma carte d'identité, j'ai dû voir un juge au tribunal de première instance en présentant une attestation d'un psychiatre et d'un chirurgien qui attestait de la preuve de mon opération irréversible. Avouez que c'était quand même fort inhumain. Maintenant, une simple déclaration devant l'officier de l'état civil suffit pour tout. Pour avoir mon traitement hormonal, j'ai dû passer des tests psychiatriques pendant plus d'1 an. Aujourd'hui, une simple attestation d'un psychologue suffit. Actuellement, le gros souci pour avoir accès aux opérations en Belgique, c'est qu'il n'y a que 2 possibilités qui se trouvent en Flandre toutes les 2. Une troisième existe, mais j'aime autant ne pas en parler. Concernant l'une des deux autres, donc une des 2 flamandes, il y a une liste d'attente d'environ 18 mois. Je trouve qu'il faudrait au moins un service de chirurgie en Wallonie. Il y a suffisamment de CHU en Wallonie pour qu'il y ait un service dans l'un de ces hôpitaux. Il faudrait aussi avancer dans les parties concernant l'emploi des personnes trans. Pour l'instant, tant qu'une personne trans ne fait pas son coming out of travail, tout va bien. Lorsqu'elle fait sa transition, subitement, les problèmes arrivent. Et dans 99% des cas,
elle finit par être virée. Je ne m'appuie pas sur des chiffres car ils n'existent pas. Je pars de tout ce que je peux entendre dans mes entretiens et mes rencontres avec la communauté trans. Une personne transgenre qui cherche du travail n'en trouve souvent pas. Je prends l'exemple d'une personne que je connais très bien qui a un diplôme qui est exigé dans des offres d'emploi qui étaient parues dernièrement. Elle l'a postulé et la réponse qu'elle a reçue, c'était simplement « Votre profil ne convient pas ». Il y a aussi une différence entre hommes transgenres et femmes transgenres. Dans le cadre du travail principalement, l'homme transgenre, il acquiert des droits. La femme transgenre en perd. Il est stupéfiant de voir qu'une femme trans, en perdant son statut de mâle, elle perd automatiquement ses facultés intellectuelles et professionnelles. Merci Lola pour ton intervention pertinente. Dans le cadre du jour de la visibilité trans, la Maison Arc-en-Ciel organise divers événements. De quoi s'agit-il? Donc au niveau des événements qui sont organisés pour le mois de mars de la visibilité trans, on organise le week-end prochain, donc le week-end du 26, 27 et 28 mars, plusieurs actions qui se feront directement donc, sur les réseaux sociaux. Par exemple, le vendredi soir, vous allez voir apparaître sur la page de la Maison Arc-en-Ciel une émission qui a été tournée par rapport aux personnes transgenres, avec comme sujet les personnes transgenres au travail. Donc, c'est une émission de courte durée, hein, d'une vingtaine de minutes, mais qui donc donne accès à 2 témoignages par rapport à voilà, une expérience de personnes transgenres au travail. Donc ça, c'est ce qui se passera le vendredi soir. Lola, tu veux peut-être pour le samedi? Le samedi, donc, il y aura une conférence avec une psychologue qui est spécialisée principalement dans la transidentité, mais je ne dirais pas des enfants, mais plutôt des pré-ados et des adolescents. Donc, ces personnes transgenres souffrent beaucoup de la non-reconnaissance par leur milieu proche. Et c'est principalement cette situation que Déborah donc, va débattre avec moi dans cette conférence. C'est ça. Et donc, en fait, c'est un Zoom. Donc, du coup, si ça vous intéresse, alors à ce moment-là, vous devez simplement vous envoyer un petit mail à Rengome pour leur dire que vous êtes intéressé par ce Zoom. Et alors, vous recevrez en réponse à ce mail un lien. Donc, vous devrez alors le samedi au soir vous connecter, c'est à 20h, vous connecter, alors vous arriverez sur la discussion Zoom où vous arriverez en direct avec les différentes personnes qui interviennent, donc, dont Lola et Déborah Fievé. Donc ça, c'est pour le samedi. Et alors, pour le dimanche, là encore, c'est une apparition sur les réseaux d'un audio, le témoignage d'une personne migrante trans, donc voilà, qui donnera plein d'informations par rapport à ce que peut vivre une personne dans son pays et quelle est la raison pour laquelle elle arrive chez nous et tout le parcours qui est fait entre les deux. Donc voilà. Et alors, évidemment, si cet événement est mis en ligne, c'est aussi pour mettre en avant la personne transgenre, comme on vient de dire, mais c'est surtout aussi pour donner une visibilité à cette population qui est peu vue. Et alors, c'est aussi pour porter toutes les questions, toutes les revendications de ces personnes transgenres. Et donc, je pense qu'on a un peu de temps. Si Lola, peut-être tu pourrais nous donner
quelques revendications par rapport voilà, à la communauté trans? Disons par rapport aux revendications que le mouvement transporte, il y en a quelques-unes. Je vais vous donner les principales. Il y a primordialement la fin de l'assignation à la naissance, donc permettre aux parents de déclarer simplement un enfant, le droit de l'enfant à s'autodéterminer lui-même à un certain moment de sa vie, et s'il en a envie, la suppression de la mention du sexe sur les documents d'identité, dégenrer les numéros nationaux qui sont une source de problèmes immenses lorsqu'on change d'identité. Il faut également que la Belgique se dote d'une loi dont l'article 1er dira que la transidentité n'est pas une maladie mais un état, parce que l'OMS a retiré la transidentité des maladies mentales le 27 mai 2019, et malgré ça, le corps médical belge nous considère toujours comme des personnes débiles mentales. Ne pas permettre aussi aux parents de refuser la transidentité de leur enfant sans une raison valable, autre qu'une raison sociale, religieuse ou ancestrale. Parce que principalement, les préados, enfin les mineurs d'âge en général, qui sont transgenres, souffrent énormément de cette situation où ils ont affaire à des parents bornés qui refusent d'entendre la moindre raison. Obtenir également un régime particulier pour les personnes trans en INAMI. Créer un service de réassignation dans un CHU de Wallonie. Et permettre à chaque maison arc-en-ciel d'embaucher une psychologue valablement formée au sujet de la transidentité. Vous voyez, ça, c'est les principaux. Je me permets d'ajouter qu'actuellement, il y a 3 revendications dont j'avais donné connaissance à une députée fédérale de la province et qui les a portées à la connaissance de la Chambre des représentants. Donc, ce sera débattu prochainement en commission de la justice ou de l'intérieur, je ne sais pas exactement. Et dans ces revendications que cette députée a apportées, donc il y a autorisé la modification des diplômes obtenus antérieurement au changement d'identité. Actuellement, lorsqu'une personne trans change d'identité, ces diplômes antérieurs sont toujours à son ancienne identité. Si elle cherche un emploi qu'elle doit montrer son diplôme, c'est mal barré. Hein. Attribuer une subvention de l'État fédéral aux associations LGBTQ ou l'augmenter dans le cas où elles en recevraient déjà une. Donc, actuellement, les maisons arc-en-ciel reçoivent une subvention des régions. Et bien, la députée demande également que l'État fédéral attribue aussi une subvention aux maisons arc-en-ciel. Et elle a demandé également de faire mettre à l'agenda du Parlement européen la suppression du sexe sur les documents d'identité. Donc voilà, en gros, les revendications portées par le groupe trans et le mouvement trans en général, en espérant que la plupart d'entre elles aboutissent. Qu'au moins une aboutisse déjà. Ou qu'au moins il y ait une évolution dans toutes ces revendications. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, par rapport à ce week-end focus sur la visibilité de la personne transgenre, donc soyez attentifs au niveau de la page du Centre d'Action Laïque et de la Maison Arc-en-Ciel par rapport à tout ce qui va être diffusé. N'hésitez surtout pas à partager, à donner l'information autour de vous. Voilà, nous, ça nous permet de visibiliser la communauté et voilà, de mettre en avant la personne transgenre qui est encore bien trop souvent mise de côté. Donc, on espère vous y voir, voilà, on espère avoir le plus de partages, le plus de vues et vous y voir très nombreux. Donc, je répète juste pour le samedi soir qu'il faut absolument s'inscrire en envoyant un mail à Reine Gaume. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Et donc, voilà, vous aurez un lien qui vous arrivera et tout est gratuit, absolument gratuit. De toute façon, ça arrive sur internet, donc voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci à vous. Pour la suite de ce live, ce sont vos questions que je vais poser à nos participantes. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et j'ai déjà une question sous les yeux. Qu'en est-il des enfants trans? Ne faut-il pas attendre 18 ans pour la transition?
Et dans le même temps, à quel âge un enfant devrait pouvoir se déterminer? En fait, un enfant sait se déterminer dès l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, parfois même avant. Et lorsqu'il s'identifie comme étant fille ou garçon, il s'identifie par rapport à ce qu'il ressent au plus profond de son être. Il ne s'identifie pas parce que il a quelque chose de bien spécifique dans ses sous-vêtements. Ça, pour lui, ça ne compte pas, c'est ce qu'il ressent. Donc, dès l'âge de 4 ans et demi, un enfant sait dire souvent à sa mère qu'il est une fille ou un garçon. Et malheureusement, en Belgique, il n'y a rien de possible avant l'âge de 16 ans. Et encore, à l'âge de 16 ans, il faut que les parents soient d'accord tous les deux. S'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, il faut aller devant le juge de la famille. J'appelle ça des lois à la con, moi, parce que je ne comprends pas comment on peut empêcher une personne d'être qui elle est. Et comment aussi on peut l'obliger à être qui elle n'est pas. C'est vraiment aberrant. Et alors, il faut que les parents fassent confiance à leur enfant. Si leur enfant leur dit « je suis une fille ou je suis un garçon », ben, faites-lui au moins confiance. Et vous verrez, vous ne vous tromperez pas. Donc, voilà, mais effectivement, avant 16 ans, on ne sait rien faire en Belgique. Voilà, la question suivante. Comment peut-on soutenir le travail de la Maison Arc-en-Ciel? Alors, ben, très bonne question. Donc, on peut le soutenir de quelle manière? J'ai envie de mettre en avant le bénévolat, le volontariat. C'est deux choses hyper importantes pour le genre de service que l'on est. Donc, on vit grâce à aux travailleurs, mais on vit aussi grâce aux bénévoles qui nous entourent et qui nous permettent de pouvoir justement avoir une panoplie de projets et d'activités que l'on peut mettre en place parce que on a assez de ressources humaines que pour le faire. Donc, si vous souhaitez donner du temps à ce service, il ne faut surtout pas hésiter, et j'encourage vivement à envoyer vos coordonnées, à donner un peu votre motivation, pourquoi est-ce que vous souhaitez faire du bénévolat chez nous. Et alors, vous serez parfaitement accompagné, entouré par ma collègue Isabelle Renson, par d'autres personnes du Centre d'Action Laïque qui vous aideront à être le mieux possible ici au niveau de la Maison Arc-en-Ciel et à trouver ce que vous avez envie de donner par rapport à vos compétences ou par rapport à vos envies. Nous, on est toujours très friands de recevoir des personnes qui arrivent avec des idées de projets, des choses à amener sans qu'on ait forcément impulsé. C'est toujours très intéressant de voir à quel point les gens peuvent être créatifs dans ce qu'ils peuvent amener. Donc voilà, je dirais ça, le volontariat, le bénévolat. N'hésitez pas, ça fait du bien à tout le monde de donner un peu de son temps. Donc, si vous avez l'occasion, je pense que c'est la meilleure des manières, en tout cas, pour soutenir notre travail. J'ai une autre question concernant les personnes trans. Qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien pour les personnes trans? Pour une personne trans, au début, lorsqu'elle prend conscience de son état de personne, je vais dire, qui est dans un corps qui ne lui correspond pas, je ne parle pas d'un mauvais corps, parce que les mauvais corps, pour moi, c'est les corps malades, mais la personne transgenre est dans un corps qui est inadapté à son genre. Le plus dur, c'est de devoir faire le travail de s'accepter. Ça, c'est la première des choses la plus dure. Et ensuite, après, c'est s'affirmer, oser s'affirmer. Et lorsque je parle d'oser s'affirmer, c'est d'abord en faire part à sa famille et à ses proches. Et là, c'est très dangereux parce que ça passe ou ça casse.
si les proches et la famille sont des personnes ouvertes et bienveillantes, c'est magnifique. Mais je connais des situations où ça a été dramatique. Donc, ça, c'est les choses les plus dures. Mais de toute façon, la vie est dure pour tout le monde finalement. Hein. Donc, nous, les personnes transgenres, on a ce truc-là en plus, mais bon, une fois qu'on s'accepte et une fois qu'on l'assume, bah, bon, pour ma part, ben, je vis, je suis une femme, voilà, je vis ma vie de femme au quotidien, voilà, sans plus. J'ai les soucis d'une femme et voilà. Mais la vie est dure, mais pour tout le monde. Donc, il ne faut pas se plaindre. Les personnes transgenres ne doivent pas se plaindre. Elles n'ont pas été gâtées par la vie, peut-être, mais c'est leur vie. Et une fois qu'elles l'assument, ben, personnellement, je l'assume et je suis heureuse, c'est tout. Mais la vie est dure au début, surtout. Voilà, si je peux me permettre de réagir, étant moi-même une personne trans étant concernée, c'est vrai, c'est dur de s'affirmer au début, de se remettre en question et d'être une nouvelle personne. Et personnellement, ce que je considère comme le plus dur au quotidien, c'est de voir nos droits au point mort. C'est-à-dire qu'on avance dans une société qui est intrinsèquement transphobe et c'est dur de se voir toujours confronté au même mur qui recule à mesure qu'on avance. J'ai une autre question. L'enfant et ses parents peuvent-ils se tourner vers des personnes ressources, notamment dans le milieu médical? Par exemple, un pédiatre. Personnellement, j'estime que, comme la transidentité n'est pas une maladie, il n'y a aucun médecin qui est bien formé pour s'occuper de ça. Le pédiatre va s'occuper de la situation physique de l'enfant, mais au niveau de la transidentité, il va savoir rien faire et rien dire, parce qu'il n'a aucune formation pour ça. Quand vous pensez que les psychologues actuellement, qui sont normalement des gens ressources pour les personnes transgenres, les psychologues reçoivent à l'université sur la transidentité, ils reçoivent un cours de 2 heures et on leur parle de transsexualité. On en a encore à ce régime-là. Donc, moi, il y a une psychologue qui travaille avec moi à la Maison Arc-en-Ciel, sans vouloir dire quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai formée, la psychologue, hein, parce qu'elle ne savait pas ce que c'était de la transidentité. Donc, c'est pour ça que dans mes revendications, je dis qu'il faut que l'État, peu importe que ce soit la région ou le fédéral, permette aux maisons arc-en-ciel d'avoir un psychologue bien formé dans les maisons arc-en-ciel. Ça, ce serait une vraie personne ressource pour des parents et des enfants. Mais actuellement, ces personnes qui ont des soucis avec, je dis pas, c'est pas un souci, mais enfin, des parents qui auraient un enfant qui se dirait, voilà, il ne dira pas qu'il est trans, mais il dira je suis une fille ou un garçon. Et si les parents veulent avoir des informations, etc., ben, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est venir me trouver à la Maison Arc-en-Ciel ou aller trouver une association qui parle qui s'occupe des personnes transidentitaires. Il n'y a que cette solution-là. Je suis désolé, moi j'ai fréquenté un psychologue pendant 6 mois, il ne m'a jamais rien apporté. Hein, donc voilà, actuellement, la seule chose que les parents peuvent faire, c'est venir à la Maison Arc-en-Ciel. Non, il y a d'autres, j'ajouterais juste qu'il y a quand même d'autres services qui existent aussi et qui ont plus la spécificité au niveau des enfants. Puis il faut aussi savoir que je ne pense pas que ce soit
Enfin, j'espère que je me trompe, mais je pense quand même pas que ce soit le cas de tout le corps médical, d'avoir des méconnaissances. Il y en a qui comme par exemple, la psychologue que Lola suit, enfin avec qui elle travaille, bah, voilà, qui ont vraiment le désir justement de connaître et de pouvoir, faire de leur mieux pour proposer des services plus adaptés. Donc je pense, oui, que les maisons arc-en-ciel sont des bonnes ressources pour pouvoir arriver à avoir des contacts. Mais voilà, peut-être aussi au niveau du monde médical, voir si des personnes ne seraient pas déjà sensibilisées et informées par rapport à toute cette question de la personne transgenre. Voilà, c'était juste pour ajouter à la réponse de Lola. Et toujours au sujet de la transidentité, y a-t-il plus de difficultés dans la province de Luxembourg au fait d'être trans? Pour moi, personnellement, qui habite la province de Luxembourg depuis toujours, je suis né dans le village où j'habite toujours maintenant. J'ai pas eu plus difficile qu'une autre personne. Oui, bien sûr, les gens ont certainement parlé dans mon dos, mais ça, j'en ai rien à faire. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mais personne ne m'a jamais agressé, personne ne m'a jamais fait des remarques désobligeantes. Donc c'est pas finalement plus difficile dans la province de Luxembourg qu'à Liège ou à Bruxelles. Oui, bien sûr, dans les grandes villes, on vous regarde moins, mais il n'y a pas non plus une bande de zozos qui vient vous agresser parce que vous êtes trans. Ce qui se passe dans les villes souvent. Hein, je n'ai pas. Ici, dans la province de Luxembourg, euh, je ne connais pas de personnes trans qui ont été agressées. Ouais, pour compléter aussi ce que dit Lola, je pense que voilà, c'est comme elle expliquait, dans les grandes villes, on peut encore passer inaperçu dans la rue, parce que ben, voilà, il y a, bon, hors période Covid de nouveau, mais parce qu'il est censé y avoir du monde dans ces rues, ce qu'on ne trouve pas forcément en milieu rural, hein, dans nos centres à nous et dans nos rues à nous, il n'y a pas souvent énormément de monde, donc c'est peut-être plus difficile de se fondre dans la masse. Donc je pense que ça doit être ça, cette particularité, enfin cette facilité. Mais sinon, je ne pense pas, comme dit Lola, qu'en province de Luxembourg, il soit plus difficile d'être une personne transgenre que dans d'autres provinces, quoi. Personnellement, j'ai remarqué que oui, c'était plutôt facile finalement, entre gros guillemets, parce que c'est pas le même cas pour tout le monde. Mais oui, à part quelques regards déplacés ou des interrogations, je n'ai pas été personnellement victime d'agression ou même de propos ou d'insultes. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, rappelons-le, même ici. Comment les couples trans vivent une transition? Comment faire si sa partenaire n'en a rien à faire de sa transidentité? Pas difficile. Si la partenaire n'en a rien à faire de la transidentité, ben, ils se séparent ou ils divorcent, ils sont mariés. Voilà. Et ça ne sert à rien de commencer à faire des bagarres devant avec des avocats. Tu perds ton argent. Voilà, il y a moyen de se séparer en étant des gens civilisés et à l'amiable. Voilà. Donc, mais si la personne qui est en couple avec une personne trans accepte la transidentité de son compagnon ou de sa compagne ou de son compagnon, ben, elle fera la transition avec sa compagne et son compagnon, voilà. Mais ça, c'est une question d'ouverture d'esprit, encore une fois. Hein. Dans le couple, les deux personnes sont très ouvertes d'esprit et voilà, c'est un peu encore une fois au cas par cas finalement. Mon endocrinologue m'a dit une fois que sur 10 couples trans, il y en avait 5 qui divorçaient avec fracas, il y en a 4 qui divorcent à l'amiable, et il y a un couple qui reste soudé. Donc voilà, c'est jamais que des statistiques. Hein. J'imagine que ça doit être quand même compliqué quand on a connu son conjoint. Ça doit être, enfin, c'est quand même une espèce de deuil qui se fait au niveau de la personne. Donc,
enfin, j'imagine qu'on passe, enfin Lola, tu diras ce que tu en penses, mais j'imagine qu'on passe aussi par les différentes phases bien connues au niveau du deuil par rapport à la personne, qu'en fait, physiquement, ça ne sera plus celle que l'on a connue, quoi. Je pense que ça doit être quand même assez compliqué pour le conjoint voilà, qui est face à la transition de la personne qu'il aime ou en tout cas avec qui il est. Ça doit quand même être dur de se retrouver face à ce changement et de savoir quoi faire. Voilà, moi j'aimais une personne, est-ce que ça reste la même? Enfin, je suppose quand même que toutes ces questions doivent à un moment donné arriver. Enfin, voilà, ça doit quand même pas être quelque chose non plus d'hyper évident. J'imagine que c'est quelque chose qu'on travaille quand même un petit peu avec son partenaire. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même différentes étapes qu'on n'arrive pas un jour, paf, en disant, voilà, moi je fais ma transition et, enfin, je ne sais pas, peut-être Lola, tu pourrais dire, mais. Ben, de toute façon, c'est-à-dire que là où le partenaire dans le couple sait que son ou sa compagnon a un souci d'identité. Ça, elle le sait. Mais je veux dire que secrètement, elle espère toujours que ça restera à l'état de fantasme, voilà, sans plus. Le jour où ça arrive, que la personne dit, bon, je vais commencer ma transition, ben, c'est le monde qui s'écroule hein, pour le compagnon ou la compagne. Et soit elle décide de partir, soit si elle décide de rester, ben, c'est un gros boulot pour elle aussi. Hein. C'est un travail immense qu'elle doit faire sur elle-même et qu'elle doit travailler au quotidien pour pouvoir finalement accepter que son compagnon devienne sa compagne ou que sa compagne devienne son compagnon. C'est pas évident. Hein. Donc, et en plus, la société ne fait rien pour faciliter les choses. Hein. Parce que moi, je disais tantôt, dans mon village, on ne m'a jamais rien dit, mais ma femme, elle en a entendu. Hein. Donc, un jour, je lui ai dit, ben, écoute, la prochaine fois qu'on te dit quelque chose, tu me les envoies. Hein. C'est à moi qui dois parler, c'est pas à toi. Voilà. Je suis certaine que tu les aurais très bien reçus. Absolument, oui. Mais, donc, mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait ma déclaration à mon épouse pour dire que je faisais ma transition, je lui ai dit, voilà, je me plierai à ce que tu décides. Ne voyant rien venir, qu'elle ne me parlait jamais de rien, un jour, je lui ai posé la question. Et elle m'a dit, c'est vrai que physiquement, tu as changé énormément, mais intérieurement, tu es resté toujours le même. Hein. Elle a dit le même, elle n'a pas dit la même, hein, le même. Donc voilà, donc elle a fait son deuil de son mari, ben, elle n'a quand même pas une compagne. Hein, voilà, mais voilà, on vit ensemble, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Donc c'est une question d'ouverture d'esprit finalement. Une question suivante. Ne devrions-nous pas parler autant des parcours qui se passent bien que ceux qui se passent mal? Je trouve qu'on dramatise le parcours, créant une peur qui n'est pas forcément justifiée. Dans chaque parcours, bon, il faut d'abord savoir que chaque parcours est différent. Parce que pour toutes sortes de raisons, la personne transgenre, d'abord c'est elle qui décide de ce qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, et il n'y a personne à lui imposer quoi que ce soit. Et en Belgique, il n'y a pas de loi qui dise qu'il faut faire ceci ou ça. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et c'est vrai que c'est un peu de la chance. Il y a des personnes transgenres qui vont faire leur parcours et qui vont, je vais dire globalement, tout va bien se passer. Et d'autres qui vont pas avoir de chance et qui vont tomber d'abord sur des personnes pas sympas du tout, transphobes, parce qu'il ne faut pas croire, hein, bien souvent, on doit aller trouver un endocrinologue. Et déjà à ce niveau-là, si vous tombez sur un endocrinologue qui n'aime pas les trans, c'est mal barré. Hein, j'en connais des personnes trans qui ont changé d'endocrinologue parce qu'elles avaient été mal reçues. Donc, c'est vrai que, mais
mais c'est aléatoire. Donc, la transition, il y a des hauts et des bas, je dis toujours. La transition, c'est un parcours semé d'embûches, où il y a parfois des moments de fête ou d'espoir. Et de toute façon, à la fin du parcours, il y a un feu d'artifice. Parce qu'on est au moins qui on ressent être depuis toujours. Et ça, c'est essentiel. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Vous savez, moi j'ai eu des trucs aussi. Hein, quand j'ai changé d'identité, j'ai dû passer devant un juge pour avoir la lettre F. Pendant tout le temps de l'audience, ce monsieur, il m'a mégenré. Il savait que je venais pour avoir un F sur ma carte d'identité et il m'a appelé monsieur pendant toute l'audience. Donc, je lui aurais bien tordu le cou, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein, voilà, il y a des gens qui sont pas sympas, il faut faire avec. Hein. Et tous les parcours sont différents et dans tous les parcours, il y a des bons moments et des laids moments. Voilà. C'est comme ça. J'ai envie d'ajouter, si une transition se passe sans accroc, que tout est parfait, tant mieux pour cette personne, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais je ne pense pas qu'on dramatise en parlant des transitions qui se passent mal. En fait, on ne fait que dire la vérité, et si ça choque les gens, c'est bien le signe qu'il faut faire avancer les choses. Absolument, oui. La peur est justifiée, même si c'est, comme tu le dis, c'est aussi le bout du chemin en vaut vraiment la peine. Voilà. Vous savez, pas plus tard que samedi dernier, à 22h30, j'ai reçu un appel d'une personne trans qui était en pleurs, enfermée dans sa chambre, parce qu'elle était menacée par ses parents. Donc, ça va. Donc, ouais, c'est pas de chance. Voilà. C'est comme ça. J'attends une autre question. N'hésitez pas, si vous avez une question, à la poser dans le chat. Ou si vous avez quelque chose à ajouter, Moi, j'en un vois sujet qui vous tient à cœur. J'en vois une de question. Il y a, si tu es hétéro et que ton conjoint t'informe qu'il est en réalité une femme, est-ce que ce n'est pas compliqué à accepter ou comment faire pour l'accepter malgré sa sexualité? Ben, ça, c'est autre chose. C'est l'orientation sexuelle. Ouais. Maintenant, bon, c'est vrai que lorsqu'on est hétéro, je prends mon exemple, je prends mon cas, euh, ma femme est hétéro, elle n'est pas lesbienne, ça implique que depuis que je suis une femme, ben, nous n'avons plus aucun rapport ensemble. Nous sommes devenus deux amis. Voilà. Mais nous vivons ensemble. Si vous voulez, on est colocataires, quoi. Voilà. Ça nous permet de ne pas vivre seul. Et pour le reste, c'est vrai que, bon, bah, ça, au niveau de l'orientation sexuelle, c'est un gros souci. Et moi, je dis toujours que pour ma part, je suis hétéro-lesbienne. Parce qu'au départ, j'étais un homme hétéro, puis je suis devenu lesbienne. Donc, je suis hétéro-lesbienne, finalement, parce que je suis resté avec ma femme. Ben, c'est des trucs à la con, ça. Si on n'est pas bien avec la personne qui on vit, si elle se déclare trans, ben, on se sépare, puis c'est tout, c'est pas un drame. Voilà, il faut que chacun puisse vivre sa vie en étant bien, voilà. Donc maintenant, c'est vrai que sur le coup, ça fait mal et que une séparation laisse toujours des traces, mais bon, il vaut mieux se séparer gentiment que se séparer en se querellant, hein, c'est pas compliqué. Je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, si vous avez, comme je disais, un sujet qui vous tient à cœur, quelque chose pour compléter, un mot pour la fin? Bah oui, moi j'aurais quand même un petit mot pour la fin. Enfin, je sais pas, Lola, tu veux peut-être commencer? Ah, mais moi, j'aimerais dire quelque chose aux parents qui pourraient avoir un enfant trans. Il y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Mais
dans la Constitution belge, il y a un article, qui est l'article 22 bis, qui dit que lorsqu'un enfant parle de lui et qu'il émet certains souhaits, il faut tenir compte de son avis. Peu importe son âge, mais bien sûr, pas bien sûr si l'enfant n'est pas bien dans sa tête, bien sûr que non, mais si l'enfant est un enfant tout à fait de ce qu'il y a de plus, je veux dire, normal, entre guillemets, il faut tenir compte de son avis. C'est l'article 22 bis de la Constitution. Et personne ne connaît cet article. J'ai posé la question un jour à un magistrat, il ne connaissait pas. Il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Lola, si tu as fini, je voudrais juste faire un petit mot de remerciement. C'était bon pour toi, Lola? Oui. Voilà, donc moi je voulais juste remercier chaque personne qui travaille pour que l'on puisse avoir ce genre de moment, ce genre d'échange. Hein, les personnes qu'on ne voit pas mais qui sont quand même derrière et qui font un travail très important. Puis je voulais te remercier Lucie pour ton implication et pour cet exercice qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà. Puis remercier Lola évidemment pour toute sa grande implication au niveau du groupe transgenre. Ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Donc voilà, je remercie un peu tout le monde. On a une équipe formidable au niveau de la Maison Arc-en-Ciel et du Centre d'Action Laïque. Voilà, je trouve que c'est important de mettre tout le monde en lumière. Voilà, merci en tout cas. Et merci Céline, et merci Lola pour votre intervention. Et merci à vous toutes et tous. Merci de nous avoir suivis et d'avoir suivi cet événement. Je vous souhaite une bonne soirée.